Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, je pense, au nom du public, mais aussi au nom des Nancéennes et des Nancéens, saluer les membres de l'Académie Goncourt, notamment à travers leur président, Bernard Pivot. Je crois que, vous le savez, la ville est attachée à ce lien qui s'est constitué maintenant depuis quelques décennies, on va y venir, entre l'Académie et Nancy, et qui, bien sûr, est comme une réplique du lien entre la Lorraine et les frères Goncourt. Moi, je voudrais, au début de mon propos, bien sûr avoir une pensée pour Edmond de Charleroux. Je le disais en aparté à Bernard Pivot, le conseil municipal, de manière unanime, a décidé de lui dédier une rue nouvelle du quartier de la Gare. Et donc, on aura l'occasion l'année prochaine, parce que là, je crois, Monsieur le Président de la Métropole, cher André, que la rue sera terminée complètement. Voilà. On aura l'occasion de l'inaugurer ensemble lors de la prochaine édition du livre sur la place. Donc, vous dire qu'on aura un bel événement à fêter. Un autre bel événement, c'est les 40 ans du livre, et donc c'est les 40 ans de l'Académie ici à Nancy. Et j'espère qu'on pourra ensemble avoir un programme, des événements qui seront à la hauteur de ce temps. Moi, je voudrais simplement livrer 2 témoignages avant de passer la parole au président Bernard Pivot. Le premier, c'était le dîner d'hier soir, puisque j'ai eu le plaisir d'être entre Bernard Pivot et le président Ruffin, le président de cette édition du livre. Alors là, c'était un vrai champ de tir. Alors, par chance, tous les deux sont des tireurs d'élite, donc il n'y a pas eu de balle perdue. Mais entre l'Académie Goncourt et l'Académie française, j'ai compris quelque chose d'intéressant quand même. D'abord que ça reste une communauté, quelles que soient les individualités, qu'il y a des règles, il y a des codes. Puis ensuite, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'accord que vous avez eu ensemble pour dire qu'à un moment donné, un genre littéraire a été négligé ou peut-être même refusé par l'Académie française, et que ça a été finalement le sens de l'Académie Goncourt que d'établir le roman complètement dans les genres littéraires de notre pays à l'époque où elle a été fondée. J'ai trouvé que ce point de consensus final était rassurant quand même. Donc, tout ça pour dire qu'on est vraiment tous très heureux de pouvoir accueillir les auteurs, de pouvoir vous accueillir, parce que la ville, pendant 3 jours, vit au rythme de vos débats, de vos rencontres, de vos lectures, vit au rythme de cette rentrée littéraire dont l'Académie Goncourt fait qu'elle se tient à Nancy avec un lustre particulier. Puis le second témoignage que je voulais livrer ce matin, avec Françoise, d'ailleurs on s'est suivi ou précédé à quelques minutes, on a fait le tour de quelques-unes des étapes du livre sur la place. Il y avait le livre Sous la place, qui permet, dans un parking de la ville, au public de rencontrer un écrivain. C'était Valentine Gobi qui y était, pour Je me promets d'éclatantes revanches. Et puis tout à l'heure, on a remis le prix Stanislas à Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine. Et en le regardant d'ailleurs les auteurs présents, les ouvrages qu'il présente pendant le livre sur la place, j'ai trouvé évidemment que chaque auteur est un univers et la personnalité est éminemment singulière. Mais je me suis interrogé sur cette espèce de conscience collective qui n'est pas organisée, qui n'est pas voulue, qui fait qu'à un moment donné où la mémoire humaine de cette horrible période, puisque ces 2 ouvrages parlent évidemment de la Shoah et des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est intéressant de voir combien les écrivains, dans leur diversité, finalement prennent le relais d'une mémoire humaine qui disparaît. Nous, à Nancy, nous avions notamment une personnalité à laquelle la ville était très attachée, qui s'appelle Régine Jacubert, qui était une petite dame avec des cheveux blancs, des yeux bleus, qui avait été déportée, qui avait encore son numéro sur le poignet, qui est décédée. Et on a tous cette espèce d'angoisse de dire, mais comment on va porter la chose? Comment on va faire en sorte qu'après la vie, il y ait toujours une mémoire vivante qui parle aux plus jeunes générations et qui fasse que l'essentiel soit sauvegardé, pas seulement l'atrocité de ce qui s'est fait, mais bien sûr la conviction qu'on doit tous avoir de ne pas le renouveler et d'être vigilant pour cela. Et je crois que là, l'écrivain est pleinement dans son rôle. Moi, j'ai trouvé que c'était remarquable, finalement. Ces écrivains, chacun avec leur chemin de création, qui prennent ce relais de mémoire et qui montrent combien, dans des genres différents, avec des tons différents, des personnages différents, finalement, ils apportent leur pierre à notre construction collective. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne veux pas être bien sûr plus long, puisque c'est le président qu'on est venu écouter, et puis c'est le lauréat qu'on est venu découvrir et connaître. Merci à toutes et à tous, et je passe la parole à Bernard Pivot. Monsieur le maire, merci. Alors vous savez, la rivalité entre l'Académie française et l'Académie Goncourt, c'est une vieille histoire. Et je m'efforce dans chacun de mes livres d'en remettre une couche.
Alors, merci évidemment de votre accueil, comme chaque année, toujours très généreux, toujours parfait. L'Académie Goncourt est très heureuse chaque année de revenir ici. Hier, on me demandait à l'Hôtel de Ville si j'étais chez moi à Nancy. Alors, j'ai répondu oui, je suis chez moi à Nancy, mais j'aurais dû préciser, je suis chez moi à Nancy en tant qu'académicien Goncourt. L'Académie Goncourt est chez elle à Paris, mais elle est chez elle ici aussi à Nancy, puisque nos archives... Le souvenir d'Edmond de Goncourt qui est né ici, et puis nos archives qui sont déposées ici. Alors, le livre sur la place, c'est un rendez-vous incontournable, comme chaque année, la Saint-Valentin, le Muguet du 1er mai, le défilé du 14 juillet, le Beaujolais nouveau, ou le prix Goncourt. Oui. Alors, c'est un rendez-vous de rentrée des professionnels du livre avec rencontres, débats, lectures, signatures, etc. Mais c'est surtout une très jolie fête populaire du livre, magnifiquement organisée par Françoise Rossineau, que vraiment on peut applaudir parce qu'elle le mérite. Alors vous savez que mardi dernier, nous avons publié une liste de 15 romans parmi lesquels sera choisi le lauréat de cette année, début novembre, 15 écrivains. Et il y en a combien non mais Françoise, il y en a combien d'écrivains en samedi et le dimanche ici à Nancy? Combien d'écrivains? Combien? 600. Alors 600 moins 15, ça fait 585. C'est absolument terrible, parce que nous allons passer ces 2 journées à rencontrer sur les places, dans les restaurants, dans les cafés, nous allons rencontrer 585 écrivains au regard très lourd, regarde contre nous. C'est absolument épouvantable. Et ce matin, je me disais, pourquoi je ne resterais-je pas dans ma chambre, cloîtrée toute la journée, chambre demeurant très confortable, ce qui m'éviterait ce calvaire qui est celui de nous tous, bien entendu. Voilà, voilà. Mais nous sommes courageux à l'Académie Goncourt, et donc nous allons affronter toute cette journée tous ces regards réprobateurs. Voilà. Alors, chaque année, ici, nous décernons le Goncourt de la biographie, que nous appelons maintenant le Goncourt Edmond Charleroux de la biographie. Et je vais demander à Didier Decoing, notre secrétaire général, de faire l'annonce du prix. Alors, donc, le Goncourt de la biographie prix Edmond Charleroux 2017 est attribué cette année à Marianne et Claude Chope pour Alexandre Dumas fils ou l'Anti-Oedipe, publié chez Buchet-Chastel. C'est Phébus, c'est pas Buchet-Chastel. C'est Phébus. Oui, c'est chez Phébus que le livre sort, chez Phébus. Enfin, si vous demandez Alexandre Dumas fils ou l'Anti-Oedipe, que ce soit chez Phébus ou Buchet-Chastel, le libraire vous le trouvera, ça ne fait aucun doute. Voilà. Bon, alors donc on vous a remis les 2 chèques, le chèque de la ville de Nancy et le chèque de l'Académie Goncourt. Vous en avez un à chacun, parce que d'habitude il n'y a qu'un lauréat, là vous en avez un chacun, vous ne vous battrez pas vous battre. Alors si vous voulez... je vais faire un petit compliment, mais je vous en prie. Mais très court, très rapide. Très bien. Mesdames et messieurs les jurés du prix Goncourt de la biographie, permettez-moi d'être pour quelques minutes, non pas moi, mais le porte-voix d'Alexandre Dumas fils, dont Marianne et moi, je vais réussir à le dire, conjugalement, avons tenté d'écrire la vie. Très bien. Donc je suis Alexandre Dumas fils. Je veux que vous sachiez combien je vous suis reconnaissant de la distinction que vous avez accordée à cet ouvrage. Vous m'avez ainsi fait échapper, moi, Dumas, le petit, à ce purgatoire littéraire auquel je me croyais condamné à jamais. Bien sûr, chacun connaît le nom
d'Alexandre Dumas, nul n'hésite à faire suivre le nom de titre, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Sur la couverture, quelquefois on trouve Dumas père, et moi, son fils, portant le même nom, assorti de l'appendice fils, justement, qui me connaît? La gloire immense, écrasante de mon père, son œuvre innombrable, m'ont mis à l'ombre dans son ombre. On est même allé jusqu'à lui attribuer la paternité de mon drame, La Dame aux Camélias, la seule de mes œuvres qui semble pouvoir résister au temps et a peut-être chance de passer à la postérité. Il faut avouer que la musique de Verdi fait office d'assurance contre l'amnésie. Tout compte fait, j'aurais sans doute dû adopter un pseudonyme, reprendre mon véritable nom, par exemple, David de la Pailleterie. Pour en revenir à mes œuvres théâtrales, pourriez-vous me citer de mes autres drames un titre qui a pourtant fait le bonheur des directeurs de théâtre? Non, bien sûr, ces titres ont disparu de la mémoire. Et pourtant, mes pièces ne manquaient pas d'ambition. C'étaient des œuvres de salubrité publique qui tentaient de dénoncer une société paternaliste, figée, où les femmes n'avaient pas leur place, de moraliser une nation en proie, disais-je, aux courtisanes et à l'anarchie, une nation condamnée, pieds et poings liés à la plus terrible des débâcles. Mais comme le café, ma vogue est passée, mon théâtre n'a peu survécu, il est loin du temps où l'on se bousculait pour entendre mes pièces, le temps où mes pères s'empressaient de m'élire à l'Académie française, l'Académie Goncourt n'existait pas, et ce, dès ma première tentative. Hélas, le théâtre est trop souvent un art éphémère, il se démode vite, dans la mesure où la société change et une autre société occupe le devant de la scène. Vous comprenez donc, messieurs et mesdames les jurés, que ce prix Edmond de Charleroux présente pour moi une revanche sur l'ingratitude de l'oubli, prix d'autant plus touchant qu'il m'est conféré au nom de mon ancien petit camarade de collège, Edmond de Goncourt. Je vous suis infiniment reconnaissant et je remercie la ville de Nancy pour son accueil si chaleureux. Voilà. Merci, c'était fort bien, mais maintenant nous allons vraiment parler d'Alexandre Dumas fils. Alors je vous demande de prendre l'un des deux sièges là, et je vais me mettre en face. Voilà. Allez-y, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Hein. J'ai peur. Alors, Marianne, Alexandre Dumas fils est mort en 1885. Il a donc fallu attendre 122 ans pour que nous ayons entre les mains sa première biographie. Ça paraît incroyable. Comment expliquer ça? Oui, c'est tout à fait incroyable, mais c'est justement parce que le père faisait de l'ombre au fils et on l'a oublié, tout simplement. Mais non, on ne l'a pas oublié. Attendez, la Dame aux Camélias. Attendez, mais non, on ne l'a pas oublié. La Dame aux Camélias, point. Oui, c'est-à-dire, est-ce que la Dame aux Camélias n'a pas phagocyté son auteur, d'une certaine manière? Je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que quand on a eu une très grande gloire de son vivant, très vite, surtout au théâtre, très vite, ça bascule. Bah non, pas Victor Hugo, attendez. C'est Victor Hugo, et puis il n'y a pas que le théâtre dans Victor Hugo. Oui. Enfin bon, alors donc vous avez puisé dans la correspondance qui est considérable, énorme. On se dit, c'est fou cette correspondance de... Oui, vous m'avez reproché d'être un peu trop... Ah non. Vous nous avez reproché de citer un peu trop... Un peu trop, oui, parce que parfois vous auriez pu résumer une lettre en 3 lignes. Hein, mais bon, oui, enfin, c'est vrai, non, mais je m'y accuse pas. Oui. Et alors, oui, non, cette correspondance, elle est où? Elle a été publiée? Non, là, il y a une très belle correspondance que j'ai envie de publier, qui va sans doute être publiée bientôt, de Georges Sand et de Dumas fils, puisque vous savez, Georges Sand appelait Dumas fils mon fils. Oui. Et... Ah, ils ont vraiment une sorte de... Oui, il y a une filiation entre eux, il y a une sorte de... Oui, il y a une filiation, un désir... Et une fidélité extraordinaire entre Georges Sand, qui est plus âgé que lui, évidemment. Oui, et en plus, pour nous, ce rapport est mal parti, puisque
ça conclut à ce qu'elle brûle les lettres de Chopin, qu'elle avait écrites à Chopin. Donc, ensuite, il y a vraiment une sorte d'amitié, de rencontre. Alors, Anti-Édipe. Alors, il faudrait expliquer ce titre qui paraît un peu qui est freudien et un peu savant. Alors, pourquoi Anti-Édipe? Parce qu'a priori, on pense qu'il avait tout pour détester son père. Oui. Et finalement, il ne l'a pas détesté et ils ont eu des rapports proches, intéressants, pas si compliqués que ça finalement. Hein, quelques brouilles, mais bon, il y a toujours des brouilles entre père et fils. Parfois, on a l'impression que ce sont deux copains. Hein. Ce sont deux copains. Ah oui, ce sont deux copains. Oui, et il n'y a pas une rivalité quand même d'auteurs entre eux? Non. Non? Non. Jamais. Non. Jamais. Et c'est vrai que le fils, vraiment, n'a cessé de tresser des louanges à son père. Oui. Oui. Et vice-versa aussi du temps de Dumas père. Hein. Oui. Et alors que, évidemment, vous avez raison, il avait tous les motifs pour le détester, puisque c'est un enfant naturel. Alors, j'aime pas cette expression, un enfant naturel, comme si tous les enfants n'étaient pas naturels. Enfin, bon, ça paraît toujours bizarre, cette expression. Mais c'est l'expression juridique. Oui, et puis qu'il l'a fait vivre avec une femme que le fils détestait. Oh non, il n'a pas vécu, il a refusé. Oui, il a refusé. Oui. Mais oui, c'était sans doute plus de la faute de la femme que du fils. Oui, enfin, donc, il est le fils d'une femme de ménage. Oui, d'une lingère. D'une lingère. Et il a été beaucoup moqué au lycée par ses condisciples. Oui. Et donc, il aurait pu en vouloir au père. Bien sûr. Et il lui en a voulu un certain temps. Mais il lui a pardonné assez vite. Enfin bon, puis ils ont eu des rapports tellement proches que ça... Mais on a l'impression même de temps en temps que le fils est le père du père. Oui. Vers la fin, oui, c'est évident. C'est évident à partir de la Révolution de 48, il y a un changement de génération, et ce changement de génération introduit justement cette notion curieuse où Dumas père, contrairement à ce qu'on croit, n'a plus beaucoup de succès, son théâtre tombe presque à chaque fois, et donc dans ces cas-là, le fils va venir aider le père qui est en pleine période de doute et qui n'écrit pratiquement plus de romans. Hein. Il y a cette espèce de moment où le père devient le fils. Oui, mais même moralement, on a l'impression de temps en temps que le fils est obligé quand même de sermonner le père, parce qu'il fait des conneries, le père. Donc, de temps en temps, le fils dit « Attends, tu charries, là, quand même. » Enfin, il ne disait pas ça exactement, mais... Oui, non, il n'en pense pas moins. Non, oui, il n'en pense pas moins. Alors, il choisit tout de suite le métier de l'écriture, alors qu'il a un père qui est formidablement célèbre. Oui, non, mais je crois qu'effectivement, il y a l'imitation. Hein. Vous savez, c'est les Dumas, puisqu'il y a aussi le général qui est le grand-père, il y a la recherche de la gloire, et ils vivent dans la gloire et ont envie de poursuivre ce... Et le fils est écrivain parce que le père est écrivain et est glorieux. Oui. C'est la gloire, il ne recherche pas trop l'écriture. Alors, au fond, le coup de chance de sa vie, c'est de rencontrer Marie Duplessis. Hein, c'est quand même coup de chance, quand même. Oui. Ah, vous n'avez pas l'air convaincu. Oui, non, je suis en train de réfléchir. Non, je crois que le coup de chance, quand même, c'est d'être dans ce milieu avec son père qui le pousse. Il n'aurait jamais écrit La Dame aux Camélias s'il ne rencontre pas Marie Duplessis. Voilà. Et qu'est-ce qui lui apporte enfin, la seule chose qui fait qu'aujourd'hui on connaît Alexandre Dumas-Fils, c'est ce formidable mythe littéraire de la courtisane tuberculeuse qui va mourir, qui ruine ses amants, etc. C'est formidable quand même. Oui, non, c'est la plus célèbre tout de la littérature. Exactement, voilà. Alors. Oui, et en fait le roman est très proche de ce qu'ils ont vécu ensemble. Hein. C'est pas tellement alors, il a changé. 20 ans quand il rencontre Marie Duplessis. Oui. Voilà. Alors, il en tombe fou amoureux. Oui. Et je vous sens pas passionné. Oui, mais bon, il avait rencontré d'autres femmes avant, il va en rencontrer d'autres après. Hein. Il va être encore plus amoureux de Lydie. Non, mais c'est celle-là qui joue un rôle dans sa vie, parce que c'est elle qui va lui faire inspirer sa plus grande œuvre. Oui, mais enfin, c'est lui qui la quitte quand même. Alors, oui, c'est vrai qu'il la quitte. Et alors, il la quitte parce que ça devenait un peu épouvantable, parce qu'elle avait d'autres amants qui la faisaient vivre, et puis elle l'a ruinée, comme tous les autres d'ailleurs. Oh, il n'avait pas d'argent. Oui. Et alors, il lui envoie une lettre de rupture qui est formidable. C'est pas un texto comme maintenant. Bon, ma chère Marie,
je ne suis ni assez riche pour vous aimer comme je voudrais, ni assez pauvre pour être aimé comme vous le voudriez. Oublions donc tous deux, vous un nom qui doit vous être à peu près indifférent, moi un bonheur qui me devient impossible. Admirable, hein, très beau. Les lettres de rupture. On devrait faire d'ailleurs une anthologie des lettres de rupture. Je trouve que ce serait beau, non? Vous ne trouvez pas? Oui. Ouais, c'est beau. C'est une idée. Non, vous avez déjà écrit des lettres de rupture? Non, je préfère qu'on rompe sans me le dire. Ah bon, d'accord, très bien. Oui, alors, donc, il devient très vite l'écrivain, enfin l'auteur dramatique le plus célèbre de son époque. Hein. Oui. Ouais. Et ça, on l'a complètement oublié, là, vous l'avez dit dans votre... oui, non, il y a un oubli total dans la mesure où c'est déjà un théâtre à thèse, et les thèses qu'il défend sont des thèses qui ont beaucoup vieilli. Et par là même, bon, on n'intéresse plus effectivement la thèse du bâtard, de l'enfant, le fils naturel dont on parlait tout à l'heure, la thèse de la femme qui trouble la société et le foyer, le demi-monde, l'argent. Et ce sont des thèmes. Moraliste, l'argent. Mais avec, malgré tout, ce n'est pas du tout, comment dirais-je, une morale facile, habituelle, bourgeoise. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'une morale bourgeoise. Il remet en question la société telle qu'elle est. Alors, il est reçu à la Comédie Française. À la Comédie, à l'Académie aussi. Combien a-t-il fait de pièces à la Comédie Française il a commencé tard. Il a commencé surtout à travailler au Gymnase, qui était un théâtre avec Montigny. Montigny, qui était un très grand directeur de théâtre. Là, je lui rends hommage des centaines d'années plus tard. Et il y a donc, voilà, ces autres pièces, la Comédie Française, il a commencé tard, je ne me souviens plus très bien. Là. Alors, il reprend la première pièce, si mes souvenirs sont exacts, c'est le Demi-Monde qui est repris. Ah oui, qui est un succès considérable. Mais c'est une reprise. Hein. Ah oui. Et bon, il a beaucoup de travail, il n'a pas vraiment envie de travailler pour la Comédie Française, mais le directeur de l'époque arrive à le convaincre d'écrire pour la Comédie Française. Ah oui. Alors, Diane de Lys, Un père prodigue, tout ça, c'est des succès considérables, énormes. Oui. Et après, il y a des échecs aussi. Hein. Oui, après la guerre de 70, c'est plus difficile en définitive. On accepte moins bien ces pièces. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la Comédie Française prend ces pièces. Oui. Alors, c'est drôle parce que vous citez les frères Goncourt. Les frères Goncourt, parce qu'il est très mondain, Alexandre Dumas fils, il va dans tous les dîners, etc. Il a la réputation d'être un causeur brillant. Très brillant. Très brillant. Alors voici ce que les Goncourt, dans leur journal, donc parlent et ils disent ceci. Ce soir, chez la princesse Mathilde, nous avons entendu pour la première fois l'esprit de Dumas fils, une verve grosse, mais qui va toujours, des ripostes qui sabrent tout, sans souci de la politesse, un aplomb qui touche à l'insolence et qui en donne à sa parole toutes les bonnes fortunes. Par là-dessus, une amertume cruelle, mais incontestablement un esprit bien personnel, un esprit mordant, coupant, emporte-pièce, que je trouve supérieur à l'esprit que l'auteur dramatique met dans ses pièces. Oui. Ça vous paraît juste? Tout à fait, c'est la vie de salon, en fait. Si l'on tentait de faire, vous savez, ces dictionnaires des citations, Dumas fils obtiendrait un nombre de citations parce qu'il a le sens de la formule ravageuse, en fait, très souvent ravageuse, très misogyne d'ailleurs. Bon, alors, qui de vous deux veut parler de sa vie sentimentale ? Après Marie Duplessis. Alors, non, ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est que c'est d'abord un roman. Hein, c'est d'abord un roman. Ça s'appelle l'histoire d'une femme, c'est ça? Non, c'est La Dame aux Camélias, directement. La Dame aux Camélias. Oui. Et puis, donc, on lui conseille de porter ce roman au théâtre contre l'avis de son père. Au début. Oui, il lui dit... Ça ne fera pas une bonne pièce. Oui, il n'y croit pas trop. Et puis finalement, c'est un succès, alors énorme. Oui. Oui. Donc c'est quand même ça qui le lance. Hein. C'est ça oui, vous l'accorde. Oui. Non, mais vous l'accorde, La Dame aux Camélias est essentielle dans la carrière de Dumas fils. Alexandre Dumas fils, on ne le connaît plus que par la Dame aux Camélias. Alors, donc, qui veut de vous deux parler de sa vie sentimentale? Rien que tu sais, moi je... Bon, alors,
je crois que le grand amour de sa vie, c'est Lydie Nesselrode, cette Russe, mondaine russe, mariée, libertine, qui crée scandale à Paris, tellement scandale que son mari la récupère et l'emmène en Russie, et il part derrière elle, il la suit. Bon, il la suit sans arriver à la rattraper parce que le mari est là et du coup il est bloqué à la frontière russe. Et c'est là d'ailleurs qu'il récupère les lettres de George Sand qui ont échoué là, les lettres de George Sand à Chopin, qui ont échoué là par hasard parce que la sœur de Chopin, avant de passer la frontière, a eu peur que ça tombe dans les mains de la censure, donc elle les a laissées au consul de France de ce petit village. Et Dumas fils, en rencontrant le consul, a récupéré les lettres. Bien, donc il ne revoit jamais Lydie, il est bouleversé, il ne s'en remet pas, mais il quitte la frontière parce que la police russe est à ses trousses. Et quelque temps après, juste après le succès de La Dame aux Camélias, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après, même moins. Enfin quelques années après, Lydie lui envoie une de ses amies, Nadejda Narishkine, pour lui expliquer qu'en fait c'est fini. Effectivement, Lydie s'est remariée sans divorcer, en soudoyant un pop, enfin une histoire romanesque en diable. Et Nadejda vient dire à Dumas fils, voilà, c'est fini, il faut passer à autre chose. Mais elle dit aussi, bon, je peux vous aider à oublier. Je suis l'autre chose. Je suis l'autre chose. C'est chouette, ça. Hein, ça n'arrive pas souvent dans la vie, ça, ces choses-là. Hein. Oui, ça n'a pas été tellement bénéfique. Ah bon. Hein, ah bon. parce que... Bon. Mais enfin, il s'est quand même marié 2 fois. Hein. Une fois. Non, 2 fois, in extremis. Deux fois. In extremis, c'était vraiment... Oui. C'était de l'ordre du testament. Il vivait encore. Hein. Enfin, on entendait son souffle encore. Il s'est marié. Oui, c'est vrai. 6 mois, je crois, ça a duré. Hein. Oui. Avec Henriette de la Brière, oui. Mais vous savez, vous avez des gens bien vivants qui se marient à 25 ans et qui 3 mois après ne sont déjà plus... c'est vrai. Donc, c'est vrai. Voilà, bon. C'est vrai. Mais enfin, Nadejda, ça a été le boulet. Hein, boulet qu'il a traîné toute sa vie, une femme fantasque, un peu folle, tout à fait folle, en fait. Mais alors, il a puisé quand même beaucoup chez les actrices. Oui. Puiser dans quel sens? Hein? Non, moi, il faut mettre les choses au point. Puiser. Avant de rencontrer Nadejda, après, il a été d'une fidélité bourgeoise. Oui. Alors, ça, c'est quand même des choses surprenantes dans sa vie, c'est qu'il devient, à la fin de sa vie, un auteur dramatique et un moraliste absolument d'une sévérité incroyable. Il renie un petit peu sa vie antérieure, non? Oui. Et d'ailleurs, c'est Flaubert qui dit, parlant de lui, « Empêcher de retrousser les cotillons est devenu une idée fixe chez lui. » C'est incroyable, quand même. C'est-à-dire que Flaubert se moque de c'est devenu un moraliste bougon. Quoi. Oui, absolument. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour ce... Vous savez, moi, je crois quand même qu'il faut rattacher... on n'a pas fait un travail politique, mais si on rattachait une vie à une politique... c'est quand même quelqu'un qui connaît 2 guerres civiles. Et les guerres civiles, on ne sort pas intact des guerres civiles. Et je crois qu'il faut en faire entrer en 1948, les journées de juin, c'est terrifiant. Ensuite, il y a bien sûr la débâcle et la Commune. Et donc, il y a une lutte, si vous voulez, contre ces phénomènes qui l'ont... véritablement effrayé, rempli d'effroi. Il va jusqu'à dire à un mari trompé, tu l'as. Oui, tu l'as. Absolument. Oui, parce que cette femme qui trompait, mais ce pourrait être un homme aussi, remet en cause la société elle-même, c'est-à-dire la famille. Il y a un retour à la famille. Mais vous parlez à un moment, là je vous cite, la meute des femmes éplorées qui traquent les faveurs de Dumas. C'est vous qui avez écrit ça. Alors oui, on ne renie pas. C'était un très bon chasseur, hein. C'est pourquoi il y a la métaphore est là. Dumas fils était un chasseur, donc là la meute c'est normal. Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait énormément de femmes, essentiellement des actrices,
qui était prête à tout sacrifier pour lui. Mais il refusait. Ah. Il écrivait. Il devient l'ami des femmes. Voilà, c'est l'ami des femmes. Il refuse d'être l'amant, en fait. Ah ouais. C'est d'ailleurs le titre d'une de ses pièces, l'ami des femmes. Alors, donc c'est un féministe convaincu. D'un certain sens, oui. Ah bah, il est pour le vote des femmes. Ah oui, oui, absolument. Attendez, à l'époque, c'est quand même rare. Absolument. Il est féministe sur le plan politique, sociétal. Dans la vie privée, non. Voilà, pas dans la vie privée. Pas dans la vie privée. Mais comme ça, il aimerait que les femmes aient leur place dans la République. Voilà, qu'il y ait vraiment une égalité dans la vie de la République entre hommes et femmes. Ce qui est quand même assez nouveau pour l'époque. Hein. Très. Et il est républicain. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il est moins républicain que son père et beaucoup moins républicain que son grand-père. Il y a une espèce de chute du républicanisme chez les Dumas un peu effrayant. Ah oui. Il accepte la République après l'Empire, mais il s'accommodait très bien de l'Empire. Ah, d'accord. Alors que le père était tout à fait... Alors, autre chose, il est contre la peine de mort. Oui. Là aussi, c'est quand même assez nouveau à l'époque. Absolument. Non, il a un côté très progressiste. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant aussi de ce personnage. Il est contradictoire dans sa vie. Très contradictoire. Très contradictoire. C'est un moraliste bougon, mais en même temps, il est très en avance sur le plan politique. Il est assez bizarre. Non, mais on peut considérer quand même que c'est une figure, une sorte de père de la Troisième République. C'est-à-dire la plupart des thèmes qu'il traite sont des thèmes qui sont repris par les politiques de la Troisième République. Et alors, pour faire plaisir donc, au maire de Nancy, nous allons donc parler de l'Académie française. Et donc, il a été élu à l'Académie française, alors que son père ne s'est jamais présenté, lui, à l'Académie française. Il a essayé, son père, mais ça ne marchait pas. Ah oui. Ah, je ne savais pas. Il ne s'est pas présenté, mais il a fait des... Il tâtonnait, il disait à Victor Hugo, essayez de voir monsieur Untel, monsieur de Pongerville, qui a disparu de toutes les mémoires, essayez de voir, on pourrait avoir... Et, bon, alors Victor Hugo arrivait à lui tirer 3 ou 4 voix, mais sans plus, donc il a... Un peu comme Balzac, en fait, c'est le même parcours. Donc le fils est élu, et là il fait un discours qui est formidable. Qui est éblouissant. Qui est éblouissant, parce qu'il rend hommage à son père. Voilà. Alors ça, c'est... Et finalement, il lui est d'une fidélité excellente. Alors son père est mort il y a déjà quelques années. 4 ans, 494, bon, enfin, bref, 4 ans environ. Et alors, et au fond, il fait l'éloge de son père, et au fond, pour dire que c'était son père qui aurait dû avoir le fauteuil qu'il occupe maintenant. Voilà. Ouais. Ça, c'est très, très fort. Oui, son discours, c'est vous m'élisez parce que vous n'avez pas élu mon père. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez des remords de ne pas avoir... Et alors, la chose extraordinaire aussi, parce que je l'ai suivi évidemment jusqu'au bout, c'est qu'il n'a pas les funérailles de Victor Hugo, bien entendu, mais il y a quand même un monde fou à ses obsèques. Mais un monde fou. C'est là où on voit quand même qu'il était populaire dans le public français. En tout cas, à Paris, c'est incroyable. Racontez-nous les obsèques d'Alexandre Dumas fils. C'est d'abord, grande curiosité pour le temps, ce sont des obsèques civiles. Il n'y a pas ce qui quand même était assez rare, surtout pour un homme connu comme il pouvait l'être. Donc il assure son irreligion qui est la sienne. Hein. Et donc ensuite, effectivement, quand on lit le Gaulois, par exemple, il y a la une, bien sûr, et des pages sur ce... Et on connaît, en fait, les derniers instants, les derniers jours d'Alexandre Dumas fils sont absolument racontés minute par minute. Ça donne des... Et donc, la foule vient, et une foule, essentiellement une foule bourgeoise, hein, quand même, il faut voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire son public est un public bourgeois. Mais par ailleurs, il est célèbre, et vous savez ce que c'est que la célébrité, ça agglomère toute une série de personnes, et donc c'est un homme, ses obsèques ont été effectivement les deuxièmes grandes obsèques de la Troisième République, après bien sûr celle de Victor Hugo. Celle de Victor Hugo. Et alors, on terminera là-dessus, c'est qu'il y a donc un néologisme qui a été Dumas fils, un dumafiste. Je ne dirais pas comme salafiste, mais ça y ressemble un peu quand même. Hein. Voilà, un dumafiste. Alors, qui a inventé ce néologisme?
Il date de l'époque ou bien c'est vous qui l'avez inventé? Non, on n'invente rien. Hein. À vrai dire... On fait vivre. À vrai dire, je suis tombée sur cet adjectif et c'est ça qui m'a intéressée, et c'est à partir de ça que je me suis dit, tiens, il faut vraiment faire quelque chose sur Dumas fils, parce que c'est quand même pas n'importe qui peut avoir ce genre de... Ah oui, un Dumas fils. D'adjectif formé sur cette espèce d'agglomération, enfin, mot-valise bizarre, oui, quoi. Et alors, un dumafiste, alors, c'est quoi un dumafiste à l'époque? Mauroy reprend le mot en parlant de la faune dumafiste, de la société dumafiste, c'est-à-dire c'est la société bourgeoise telle qu'elle vit à cette époque, très bourgeoise et avec des personnages un peu figés. La femme, la courtisane, l'ami un peu qui trahit, enfin un certain nombre de personnages qui reviennent dans ces pièces régulièrement, qu'il voit dans la société et que... mais un Dumas fils, c'est aussi quelqu'un qui aime les pièces de Dumas fils, non? Qui vit comme un personnage. Qui vit comme un personnage. Enfin, très proche de Paul Bourget, en fait. On est dans cette société où on peut mettre des noms sur les Dumas fils. Il y a une dizaine de Dumas fils célèbres. On peut dire Robert. Alors, tous les deux, vous êtes des Dumas-fistes. Moi, j'étais pas trop Dumas-fils, étant Dumas-père. Vous êtes Dumas-père. Oui, alors je ne pouvais pas être les deux à la fois. Et puis... c'est pour ça que votre épouse a participé, parce que tout seul, vous n'auriez pas osé le faire. Mais non, c'est elle qui a mis la machine en marche. Moi, j'estimais que Dumas-fils mourait en même temps que son père. Il n'existait plus pour moi à partir... C'est un peu rude, hein? C'était très rude, oui. Je reconnais maintenant ma faute. J'avais peu de considération pour le fils. Ouais. Et donc, c'est grâce à vous que Dumas fils, finalement, ressuscite aujourd'hui en 2017. Eh bien, écoutez, bravo, ce prix est très mérité. Je trouve que c'est un livre qu'on lit avec beaucoup de plaisir, parce que la vie de Dumas fils, c'est un roman quand même extraordinaire. Hein. C'est ça qui est palpitant là-dedans. Et vous avez eu raison, madame, de le redonner vie. Bravo. Je crois bien que c'est fini.